et continuer à être prise en compte de manière à ce que vous soyez d'ici 2 ans la meilleure journaliste femme. Si vous accepterez de rester encore dans ce métier, mais si je deviendrai président et que vous déciderez de venir avec moi, je sais que vous aurez une grande expertise à apporter. Et donc ça, c'est Dieu seul qui sait. Alors, je reviens sur d'abord l'affaire de Massi Manimba. J'avais promis de faire des enquêtes très fracassantes ici. Et que si je vais rendre les résultats des enquêtes, et que l'équipe qui était allée à Massi Manimba est rentrée hier, je suis en possession de tous les éléments liés à l'insécurité dont le ministre Didier Mazenga serait indexé. Le ministre Didier Mazenga? Absolument. Le ministre de l'intégration régionale serait accusé d'être derrière cette insécurité. Et moi, je suis l'un des leaders majeurs de l'espace Grand Bandundu et particulièrement natif de Massi Manimba. Je suis derrière ces dossiers. J'ai parlé avant de venir ici avec le conseiller spécial du président public en matière de sécurité, le conseiller principal. Et aussi, j'ai laissé un message au ministre de l'Intérieur, avec qui j'ai de très très bons rapports d'ailleurs. Je vais soumettre cette dénonciation fondée sur tous les éléments d'information, et le travail des journalistes, c'est un travail de dénonciation. Vous avez mené des enquêtes? J'ai suivi quelques racontars des réseaux sociaux qui ne savent pas avec qui ils veulent faire la guerre, parce que ce travail que j'ai fait, c'est un travail impersonnel. C'est un travail général, c'est un travail impartial. Ce n'est pas un travail ciblé. L'objectif n'est pas de léser ni de cibler quelqu'un. L'objectif est de dénoncer un mal. Mais si quiconque pense qu'il faut déplacer ce débat de sa rationalité existentielle pour les ramener dans la rue, nous serons obligés d'ouvrir le champ et de nous battre là-bas. Parce que nous avons toutes les munitions possibles pour nous battre dans ces conditions. Mais ceux qui pensent aussi qu'il faut rationaliser les débats, on va rester dans la rationalité, on va rester dans la fonctionnalité formelle, on va rester dans la réflexion, dans la rhétorique, dans le débat, de manière à ce que ça soit pour le bien de nos populations de Massi Manimba. Pour ceux qui pensent que la sécurité de la population de Massi Manimba importe peu et qu'il faut nager dans tous les courants, nous nagerons, et ça, ils savent. De toute façon, les gens de Massi Manimba, ils savent, ils connaissent de quoi je suis capable. Ils savent. Je reviendrai, je donnerai le résultat de ces enquêtes à la fin. Je me laisse à votre disposition pour ce qui est de la thématique, tout en me réservant une partie de la fin de l'émission sur la situation de Massi Manimba qui est chez moi. Massi Manimba, c'est là où je suis né, c'est là où j'ai grandi. Kouilou, c'est là où j'ai étudié. Donc, Bandundu, c'est chez moi. Je connais les joueurs et leurs jeux. Voilà. Très bien. Alors, puisque nous sommes en train de parler sécurité dans la RDC, nous allons justement, comme vous venez de le dire, évoquer cette problématique au niveau de la ville de Massi Manimba, justement dans la province de Kouilou. Alors, on commence d'abord avec les négociations qui certainement feront le jour demain entre Kinshasa et le M23. Vous savez que Kinshasa n'était pas d'abord favorable du tout pour négocier avec ce rebelle. Aujourd'hui, Kinshasa se voit autour d'une même table entre les gouvernements, justement les autorités de la RDC, ainsi que les rebelles M23 sous justement l'égide du président angolais João Lourenço. Votre lecture de fait là-dessus d'abord? Bon, c'est un souhait pour tout le Congolais de trouver la solution pacifique, sécuritaire de la démocratie du Congo par des voies pacifiques. Mais ici, comme chercheur sur des questions géopolitiques, évidemment, j'ai une opinion assez scientifique sur ce qui est des théories des négociations. Il ne faudra pas qu'au nom de la paix, que toute négociation soit la bienvenue. Non. Il ne faudra pas donner l'impression qu'au nom de la recherche de la paix, toutes les questions liées à la facilitation pacifique doivent être réglées de la manière voulue par les acteurs. Non. Il faudra poser les préalables, les fondements, de manière à ce que s'il y a négociation, que la négociation se fasse sur base des principes.
Parce que la négociation est une théorie. La négociation est une science. La négociation est une règle. La négociation est un principe. La négociation est une théorie. Je commence par identifier les problèmes, les acteurs de cette négociation. Parce qu'ici, je l'ai toujours dit, ce n'est pas avec vous que je vais me répéter, Madame Tania, c'est que pour qu'il y ait une négociation entre parties en conflit, il y a toujours des éléments techniques qui se dégagent pour juger l'opportunité de la négociation ou pas. Donc, le jugement formel ou le jugement de l'opportunité de toute négociation se fonde sur le principe. Le premier principe, d'abord, de la négociation, ça c'est au niveau des théories de négociation que ça s'enseigne, c'est le cadre. Pour que vous et moi, lorsque nous sommes en divergence, parce que ne peuvent négocier que ceux qui sont en conflit. Et la théorie de négociation est l'un des partitifs de résolution des conflits en relations internationales. 1. Il faut qu'il y ait des acteurs ou plusieurs identifiés comme étant en conflit. 2. Ou plusieurs acteurs en conflit. Quels sont les acteurs qui sont en conflit, qui font objet de négociations aujourd'hui? C'est une question pertinente, une question technique. Pour qu'il y ait une négociation, il faut qu'il y ait des acteurs en conflit. Qui sont en conflit avec qui? Mais je ne vais pas parler des conflits, je vais parler des acteurs, le parti aux négociations. 1. Le gouvernement de Kinshasa. Les institutions légalement établies font partie des partis, excusez-moi cette petite pathologie du reste permise, de négociations. Le gouvernement de Kinshasa, notamment le président de la République, Félix Tshisekedi. 2. Une fraction des Congolais qui ont eu des revendications mais qui l'ont exprimées par voie militaire. Le groupe des Nanga, le truc, ils font partie des acteurs au sein de conflits, donc de la négociation. 2. Il y a les opposants non armés qui eux aussi ont des choses à reprocher au gouvernement et au président de la République comme chef d'institution de l'État congolais. Alors, 3. Il y a la population. Une frange de la population qui pense que le président Tshisekedi n'a pas donné le meilleur de lui. Il y a une partie de la population qui soutient la position de l'opposition non armée. Excusez-moi. Une autre frange de l'opposition qui soutient les institutions de la République. Une autre frange de l'opposition qui soutient l'opposition armée. Donc, ces 4 fractions, ces 4 partitifs font partie des éléments, des acteurs, des partis qui doivent négocier, qui doivent aller en négociation. 2. L'objet de discussion. Parce que pour qu'il y ait une négociation, il faut qu'il y ait l'objet. Sur quoi vous devez discuter. Ils discutent sur quoi? Ils discutent sur la paix en République démocratique du Congo dans sa partie Est. On sous-tend qu'il y a rationalité dans l'objet des discussions entre parties. 3. La crédibilité du négociateur ou du facilitateur. Parce que le facilitateur fait partie des négociations, fait partie de la théorie des négociations. C'est parmi des problèmes. Les parties peuvent être dans la convergence pour négocier, mais la divergence peut naître à partir de la subjectivité rationnelle et existentielle du facilitateur. Alors, j'ai ici dit, Madame Tania, que j'ai identifié les parties qui doivent négocier. J'ai identifié l'objet de discussion entre parties. J'ai identifié les facilitateurs. Mais il y a un problème. Où est-ce que ça fâche? Le problème du facilitateur. Pour qu'il y ait la possibilité de négociation et que cette négociation doit aboutir à ce qu'on appelle l'acte liant les parties, qu'on appelle accord, il faut que le facilitateur jouisse 1. De l'indépendance. 2. De l'objectivité. 3. De la rationalité.
4, de l'impartialité. Après les facilitateurs, bien évidemment, il y a un autre élément qui entre en ligne de compte qu'on appelle les cadres. Les cadres des négociations. Vous allez négocier où? C'est ça la beauté de la science. Ce n'est pas une affaire, non, les tendances politiques, ils pensent. Parce que quand vous êtes avancé en science, vous pouvez... Parce qu'en principe, aujourd'hui, tous les acteurs parlent le même langage. Mais on a juste besoin de donner un contenu scientifique sur ce que tout le monde dit pour en dégager un consensus rationnel et formel sur le discours qu'il faut adopter quant au rapprochement de chaque partie à la négociation. Je termine, excusez-moi. Où est-ce qu'on va négocier? À Luanda. Il y a un problème. Le plus grand problème de tous les préalables des négociations, il y a un problème du médiateur, donc du facilitateur, et un problème du cadre. En quoi le 2 constitue un problème? 1. M. João Lourenço est essentiellement ami personnel au président Félix Tshisekedi. 2. M. João Lourenço est le choix du président Tshisekedi dans cette négociation. 4. L'Angola a été choisi comme le cadre de négociation par le président Tshisekedi. Il y a un problème de subjectivité existentielle ou substantielle. Moi, j'ai des problèmes avec vous. Nous ne pouvons pas aller négocier chez votre ami. Mais si l'idéal pour lui, c'est de trouver la paix pour votre pays. Il ne faut pas oublier, Madame Tania, que le président Tshisekedi fait partie et l'une des parties en négociation. On est d'accord? Le président Tshisekedi la partie attaquée. Non, pas la partie attaquée. La partie en conflit. Parce qu'ici, nous sommes dans la théorie des négociations. Nous avions quitté la dimension des guerres politiques. Nous sommes dans l'approche des négociations, dont le cadre de discussion a changé de la dimension politico-sociologique à la dimension diplomatique et juridique. C'est-à-dire parce que les résolutions pourront être revêtues d'un caractère international dès lors qu'il peut y avoir d'autres organisations internationales qui seront invitées à ces négociations. Et donc, vous ne pouvez pas, aujourd'hui, chercher à négocier avec votre adversaire et aller négocier au lieu de votre choix en tant que l'une des parties en conflit et avec le médiateur de votre choix. Première conséquence de l'échec des négociations, c'est que lorsque l'une des parties dénonce les médiateurs ou les facilitateurs, cette dénonciation peut avoir des conséquences sur l'acte liant les parties qu'on appelle l'accord, dont l'aboutissement de la négociation. Cas d'Edem Kodjo, il y a un cas jurisprudentiel. Edem Kodjo a été choisi par le président Joseph Kabila à l'époque. Joseph Kabila a eu des relations personnelles avec Edem Kodjo, chose que l'opposition, le rassemblement a refusé. Mais bien avant que oui. Les présidents Tshisekedi soient d'accord pour qu'il y ait ces négociations avec le rebelle M23, oui. João Lourenço a toujours mené la médiation. Non, ce qui est de la crise. João Lourenço a toujours mené des médiations, mais des médiations partielles. Et ça, ce n'était pas une négociation. C'était même pas une facilitation. C'était un rapprochement. Il y a une différence, une nette différence en géopolitique quand on parle du rapprochement et quand on parle de la négociation, quand on parle de la facilitation, quand on parle... tous ces concepts-là ont des contenus démontrables. Donc, M. João Lourenço peut jouer la facilitation, mais à un certain moment, M. João Lourenço ayant des relations interpersonnelles avec le président de la République, Félix Tshisekedi, qui fait partie, qui est l'une des parties en conflit, en négociation, peut user de la subjectivité pour conduire les négociations. Parce que j'ai ici donné les critères du choix d'un négociateur ou d'un facilitateur qui sont l'impartialité, l'objectivité, la neutralité. Est-ce que il n'en fera pas preuve. Le regard de monsieur, ça je présente des craintes légitimes. Je soulève des craintes légitimes. Est-ce que monsieur Lourenço sera-t-il
à la hauteur d'être objectif vis-à-vis du gouvernement congolais et d'autres parties en négociation. Parce que ici, j'ai dit, Madame Tania, que dans la négociation, il est d'une règle exceptionnellement démontrable. Que dans chaque négociation, chaque partie doit gagner une chose et perdre une autre. Dans chaque négociation. Pour que l'acte liant les parties soit possible, pour que la négociation aboutisse à un compromis, à un consensus, il faut que l'une des parties accepte de perdre une chose et gagner une autre. Pour le gouvernement de Kinshasa, on aurait perdu une partie de légitimité institutionnelle pour accepter le rebelle, intégrer les institutions de la République avec tout le discours que le président Tshisekedi a eu vis-à-vis de rebelles. Ok? Maintenant, pour les rebelles, qu'est-ce qu'ils auraient perdu? Abandonner leur combat pour ne plus amener les choses de façon, conduire l'opération de façon militaire et revenir, réintégrer les institutions de la République et mettre fin. Mais c'est pas ce que le gouvernement a annoncé, parce que vous en souviendrez que le président a toujours dit qu'il n'est pas question qu'il y ait mixage, brassage, tout ça là. Non, je parle de l'intégration dans les institutions, c'est qu'il y aura cogestion de la République. Sur ce qu'ils doivent négocier. Oui, madame. Sur ce qu'ils doivent négocier, ils n'ont pas encore tablé quant à ça. Non, mais ils vont négocier sur quoi? Parce que le préalable, c'est qu'ils doivent abandonner la rébellion. En partie, en contrepartie, ils gagnent quoi? C'est comme ça que je vous dis que la négociation n'est possible que chaque partie n'est possible que lorsqu'une des parties perd une chose pour gagner une autre. Alors la RDC devrait rester dans sa posture de ne négocier que avec le président rwandais. Mais non, négocier avec le président rwandais. Échanger, dialoguer avec lui, voilà. Avec le président rwandais. Le président rwandais, Paul Kagame. Non. Ici, en lieu place de se mettre sur une même table avec le rebelle M23. Il y a une autre dimension d'analyse d'ordre international qui entre en ligne dans l'enjeu de négociation. C'est que lorsque vous négociez avec M. Paul Kagame, il ne s'agit plus d'une crise intra-étatique avec implication étrangère, mais ça devient une crise interétatique. Et en ce moment, M. Lorenzo ne sera plus en mesure de mener la facilitation des deux États. Ça devient une affaire de la Cour internationale de justice quand il s'agit de l'approche juridique ou encore du Conseil de sécurité des Nations Unies quand il s'agit de l'approche administrative. Donc, à chaque approche de négociation, la donne internationale change. Il faut choisir. Parce que l'enjeu international n'est plus le même. Madame, vous savez, la République que nous voulons gérer, c'est une république d'intelligentsia. Une république de savoir. Pas une république de tralala. Non. Ça signifie que lorsqu'aujourd'hui, des États veulent aller en négociation, la perception internationale n'est plus la même que lorsque les acteurs en interne veulent discuter des questions de leur république. Mais pour ce cas-ci, l'AFC n'a pas reçu d'invitation. Pardon? De la part l'AFC n'est pas convié justement à la table des négociations. Qui ça? L'AFC. Oui, parce que... L'AFC n'est pas convié à la table des négociations. Ça se fera entre le gouvernement congolais et les rebelles M23. Non. Ça, c'est maintenant au niveau de la méthodologie du travail. La méthodologie du facilitateur. Parce qu'il ne faut pas oublier que toute facilitation repose sur la stratégie et la technique de négociation. Ou une stratégie du président Félix Tshisekedi de fragiliser le deux camps. C'est là où je vous ai dit qu'il y a maintenant subjectivité. Vous revenez, vous êtes très très intelligente. Vous avez capté la pensée. Même si vous avez refusé de le dire, mais vous avez capté la pensée. C'est là où le président Tshisekedi peut être accusé de subjectivité dans la négociation, d'être parti en conflit, donc d'être problème et solution au même moment. Non, non, une stratégie à son niveau. Parce que si vous allez négocier, ce n'est plus question de fragiliser le camp adverse. Non. Si vous voulez négocier, vous négociez sincèrement. Si vous ne voulez pas négocier, vous fragilisez les adversaires par les moyens des armes. Point. Entre deux choses lignes. Or, il y a un élément qui rend la négociation impossible, c'est la malignité, la malhonnêteté et le manque de sincérité dans la négociation. Lorsque l'une des parties constate
que vous n'êtes plus en mesure d'être sincère dans la négociation, elle aussi développe ce qu'on appelle la malignité. Et vous devenez deux malins. Et en ce moment, il n'y a plus de négociation. Or, ce qui importe dans la négociation, madame, ce n'est pas l'existentialité de la négociation, mais plutôt la confiance mutuelle que les parties peuvent se faire pour aboutir à la négociation et au consensus. Le président doit définir les ambitions et les objectifs qu'il a. Il veut terminer la situation de l'Est par négociation, il négocie sincèrement. Il ne veut pas, il équipe l'armée, il se bat. Point. Donc, vous estimez que la démarche du président Félix Tshisekedi n'est pas sincère? Non. Le choix du facilitateur est un choix biaisé. C'est un choix biaisé. Le problème, c'est le facilitateur et le cadre. Qui doit être récusé, et les cadres, qui font partie de la subjectivité rationnelle dans la négociation. Alors, estimez-vous que le docteur Mukwege a raison de dire également à son tour que négocier avec les rebelles M23, c'est légitimer l'occupation? Non, je ne suis pas d'accord avec lui. Je ne suis pas d'accord avec lui. Parce que l'approche de la légitimation est d'abord une approche constitutionnelle et légale. Mais dans la négociation, il n'y aura aucune loi ou ordonnance, je ne sais pas, sauf magie, qui peuvent... C'est-à-dire, la légitimation, c'est quoi? C'est l'acceptation, dans les cadres institutionnels, c'est l'acceptation juridique. La légitimation, c'est l'acceptation juridique. Pour les cadres institutionnels, mais pour les cadres sociologiques, c'est la légitimation, c'est l'acceptation populaire. Très bien. Et comment on accepte, on peut légitimer? C'est lorsque on valide la démarche. Mais si on étouffe la démarche pour changer les approches des revendications, ce n'est plus une question de légitimation. Il s'agit d'une approche de la réintégration de revendications. C'est des dimensions qui sont un peu difficiles pour les docteurs. J'ai beaucoup de respect pour le docteur Mukwege, il est médecin, il n'a pas étudié les organisations internationales, il n'a pas étudié les systèmes politiques internationaux. C'est tout à fait normal, mais j'ai toujours conseillé à ces niveaux de responsabilité en tant que grande personnalité, avant de prendre la parole sur certaines questions, il faut demander conseil. C'est toujours important pour s'éviter certains abus, mais je n'en veux pas. C'est tout à fait légitime, il s'est exprimé en toute démocratie. Ce n'est pas vraiment ça le problème. Très bien. Alors, vous le savez, avant que Kinshasa décide de se mettre sur la même table avec les rebelles M23, il y a les catholiques ici, en collaboration justement avec l'ECC, qui ont entamé une démarche aussi dans le cadre de pourparlers ou des négociations entre parties prenantes pour que la partie est de la République retrouve sa paix. Mais une démarche qui boitille encore, on va le dire ainsi. Est-ce que Kinshasa aurait dû rester sur cette démarche de l'Église catholique et les CC plutôt que de se retourner vers l'Angola? C'est une pertinente question, Madame Tania. C'est là où vous allez... Vous savez, la science, quand vous posez les fondements, tout ce que vous allez faire, vous reviendrez. C'est comme un enseignement. Quand vous enseignez, vous êtes un très bon enseignant. Tout le chemin que vous allez parcourir, vous reviendrez toujours à la formule. Ce qu'on appelle la démonstration. J'ai ici dit que dans les acteurs qui composent la théorie des négociations, j'ai parlé des acteurs, j'ai parlé du cadre, j'ai parlé du facilitateur, j'ai parlé de l'objet des négociations. Et chaque acteur peut rendre la négociation impossible. Notamment, la crédibilité du facilitateur et l'objectivité du facilitateur lorsque ces éléments sont remis en cause par l'une des parties, la négociation devient impossible. C'est le cas du gouvernement congolais qui a pensé que l'Église catholique était partiale, subjective et tendancieuse. Pour le gouvernement congolais, l'Église catholique n'était pas objectivement impartiale, pour gérer des médiations entre des parties en conflit. On réquisait les médiateurs, les facilitateurs. Conséquence, la négociation n'était pas possible. C'est le cas de l'Angola aussi. Pour le gouvernement congolais, l'Église catholique profitait aux opposants, armés et non armés. Mais pour l'opposition armée et non armée aussi, l'Angola a une tendance majoritaire et essentielle pour le président de la République qu'il a choisi.
Et les cadres et les négociateurs et les facilitateurs ont été choisis par l'une des parties en conflit. Par conséquent, c'est un choix subjectif qui doit être réquisé. Vous verrez dans les jours à venir, retenez ce que je vous dis, par analyse anticipée, à hypothèse concurrentielle, vous apprendrez une discussion pour dire nous ne pouvons pas négocier avec l'Angola parce que l'Angola entretient de très bonnes relations avec le gouvernement congolais. Très bien. Parce que il faut maintenant que les gens essayent, montent un peu le débat. Vous savez, les problèmes, il faut monter un peu. Il ne faut pas rester dans les débats, non, nous sommes, vous avez été, non, il faut monter un peu. Lorsque dans un État, vous menez des débats rationnels, ça vous épargne des incongruités sur les réseaux sociaux. Il faut avoir un niveau voulu, parce que tout ce que nous faisons, c'est pour le bien et l'intérêt du peuple congolais. Et ça doit être fait avec un minimum d'objectivité possible. Parce que vous vous souviendrez également aussi que quand Goma est tombé, le président João Lourenço justement avait, il s'était dédouané justement de cette tâche des médiateurs. Oui. Il avait cédé justement le bâton, mais le voir aujourd'hui revenir encore sur le processus de Luanda, cette fois-ci entre Kinshasa et le M23, entre les deux parties, quelle lecture vous pourriez vous faire là-dessus? Un médiateur qui, à un moment, s'est décidé de ne plus mener justement les assises et y revenir. Encore une fois, vous revenez encore, parce que j'ai assoupli la mémoire. Vous savez, quand quelqu'un est intelligent, facilement, il peut comprendre à partir à 5-10 minutes les vrais problèmes. C'est un problème de subjectivité, effectivement. Le président angolais refuse parce que c'était plus possible de continuer les négociations. Et après 2 tours du président d'aller en Angola pour parler avec lui, il accepte finalement. Quelle est la crédibilité du facilitateur en ces moments? Vous poserez la question à un enfant de l'école primaire, il vous dira que le facilitateur n'est jouit d'aucune crédibilité. Or, la crédibilité fait partie des critères majeurs et exceptionnels de la négociation. Vous parlez de la crédibilité. Est-ce que le problème, ça ne serait pas l'ancien président Joseph Kabila, lui qui est justement parrain de l'AFC? C'est-à-dire, si l'AFC aujourd'hui est exclu, c'est parce que si les choses ont évolué jusqu'à ce stade, certainement parce qu'il y a eu des dénonciations de la part du gouvernement congolais pointant du doigt. Joseph Kabila parrain de AFC, je ne sais pas exactement sur base de quoi on fonde ce discours. Ça, ce n'est pas mon problème. C'est le président qui sait dans quel cadre et sur base de quoi il est dit. C'est vraiment pas ça mon problème. Moi, mon problème, c'est d'élever les débats, que nous puissions être élevés. Parce que si vous me dites que Joseph Kabila était parrain du AFC, ok, et qu'il y a accord, ce qu'on appelle l'acte liant les partis en négociation, un consensus entre les partis, dont le gouvernement congolais et l'AFC, tombe dans un consensus et dégage un accord. En ce moment, qui sera les parrains de l'AFC? Je repose ma question. On présente Joseph Kabila comme parrain de l'AFC. On prend l'accusation comme telle. Mais demain, l'AFC est dans les institutions après négociation, après accord politique. Parce que l'accord politique est défini en théorie de négociation comme mode de règlement des divergences politiques et sociales. Il réintègre les institutions. En ce moment, qui en sera les parrains? Parce qu'admettons qu'un membre de l'AFC est ministre de l'Intérieur sous tutelle du président de la République. Mais ils ne sont pas conviés à ces assises, l'AFC. Mais attendez. L'AFC n'est pas convié à ces assises, mais on convie à qui? Le M23. Le M23. Mais le M23 est en alliance avec l'AFC. C'est à ce que je sache. L'AFC, c'est la branche politique. Le M23, c'est la branche militaire de la rébellion. Comment le dissocier? Parce que l'une s'occupe de l'administration, l'autre des opérations. Même si on n'était pas allé à l'école. Même si. Parce que j'entends beaucoup les gens de l'UDPS. Non, on appelle ces éléments. Je ne vais pas entrer vraiment dans... Mais ce que je sais est que M23 égale à AFC. AFC égale à M23. Chaque branche, chaque structure a une spécialité. L'une s'occupe de l'administration, l'autre s'occupe des opérations. Et ça se passe comme ça dans toutes les rébellions du monde. Moi, j'étudie la géopolitique, j'étudie la géostratégie, j'ai fait des recherches dessus. Ça signifie que ceux qui tiennent la guerre ne vont pas écrire. Il y a des gens qui écrivent, donc qui pondent les pensées, qui organisent les pensées, l'intelligence d'opération. D'autres qui mènent des opérations sur base de l'intelligence,
Comment? Et surtout que la négociation n'est pas dans la dimension d'opération, c'est dans la dimension administrative, politique et diplomatique. C'est essentiellement l'AFC que le M23. En principe, s'il y a négociation, la négociation doit se faire avec l'AFC que le M23. Mais comment est-ce possible? Je ne sais pas quelle est la logique. Vous savez que dans ce genre de choses, l'émotion aussi guide les gens. Les gens sont émotifs. Et puis bon, nous, on reste dans la science, on continue à donner des pensées. C'est que la République devrait être à chacun de prendre ce qu'il pense. Hein. Alors, aujourd'hui, vous estimez que, ou pensez-vous que Kinshasa a finalement accepté ces négociations, le temps pour lui de préparer son armée ici, de renforcer l'armée congolaise, afin de bouter hors état de nuire l'ennemi? Je ne sais pas. La négociation n'est pas une diversion. Si vous prenez la négociation comme une diversion, donc vous vous enfoncez. Soit vous négociez, soit vous vous battez. Parce que pendant qu'il n'y a pas encore de négociation, ces gens-là ne vont pas arrêter. Ils vont continuer aussi. Ne pense pas qu'ils vont arrêter. Non, ils vont continuer à embêter la population de l'autre côté. En fait, les sanctions tombent également. À infliger des tueries dans le chef de notre population. Oui. C'est au gouvernement de tirer des conséquences, soit de négocier, soit de faire la guerre. C'est clair. Entre les deux, les gouvernements ont choisi de négocier, mais il y a des sanctions qui tombent déjà. Des sanctions contre qui? Contre ces rebelles M23. On a déjà arrêté qui? Mais ils ont été sanctionnés aujourd'hui encore. L'Union européenne a justement procédé à multiples sanctions de la part de ces rebelles terroristes. Je fais des recherches sur le droit international public. OK? Vous avez déjà entendu un État, un acteur, un individu qui a fait la prison à cause des sanctions de l'Union européenne. D'abord, les cachots de l'Union européenne est où? Les parquets de l'Union européenne est où? Mais ils sont plus les bienvenus justement dans ces pays formant l'Union européenne. En plus, madame, c'est ça la vraie diversion. Si vous ne savez pas, je vais vous dévoiler. Parce que le jour où moi je serai au pouvoir, ce sont des notes techniques à adresser aux institutions de la République. Vous pensez vraiment que le M23, qui doit avoir été un petit groupe d'individus motivés sur des revendications que je ne sais pas, doivent mener une guerre avec l'armée d'un État loyaliste jusqu'à confisquer certaines cités, sans au préalable un accompagnement formel des États et des organisations internationales? Vous êtes sûr? Et ce sont ces mêmes États qui le sanctionnent aujourd'hui. Comment ça s'explique? C'est parce que les gens qui ne connaissent pas la science pensent que quand l'Union européenne prend une résolution, alors tout le monde pense qu'ok, on va arrêter. Les organisations internationales sont dépouillées de toute coercition et contraignance. La coercition et la contraignance sont de vertus, de puissances et de répressions reconnues aux institutions judiciaires internationales. L'Union européenne, le Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est des organisations internationales qui émettent ce qu'on appelle en droit des avis consultatifs non obligatoires. Ce sont des observations. Très bien. Donc personne ne sera arrêté pour ça. Mais ils se font châtier quand même, on va qui? dire. Par ceux qui le sanctionnent. Bon, quand ils les sanctionnent comme ça, pourquoi ils ne peuvent pas envoyer des militaires pour déployer... Je vais aller à des termes terre à terre. Pourquoi l'Union européenne ne peut pas envoyer des militaires à l'Est pour se battre aux côtés des FARDC? Pourquoi? Si on a vraiment les soucis d'aider les peuples congolais, on aime vraiment le gouvernement congolais, pourquoi ne pas envoyer les commandos français, commandos belges, commandos russes, descendre à l'Est, se battre aux côtés du peuple? Pourquoi? Ils commencent par des moyens de pression. Voilà. Là où les gens se battent avec les armes, vous venez avec les moyens de pression, vous voyez que ça devient des rigolades. Alors, voir aujourd'hui que l'armée de la SADC... Non, je ne sais pas si vous avez compris les raisonnements. Ça signifie que quelqu'un vient avec l'arme, vous venez avec un couteau. On appelle ça le principe de la proportionnalité des forces et de la déproportionnalité d'équilibre dans la configuration des États. Pour que nous puissions parler des principes
Nous devons tous deux avoir des couteaux à main. Pour que nous puissions parler des règles internationales, nous devons avoir des armes tous les deux. Si vous avez une arme, moi je suis brédouille, il n'y aura pas de principe. Moi je vais appliquer votre opinion. Les relations internationales sont comme ça. Vous avez une arme, moi je suis brédouille. En ce moment, on ne parle plus des règles. Vous m'imposez votre opinion et j'applique. C'est comme ça que vous voyez même dans les organisations internationales, tous les États ne s'équivalent pas. Même si quand vous lisez l'article 9, je crois, de la charte de Nations Unies, on dit les États s'équivalent. Tous les États sont égaux. On appelle ça égalité juridique des États au niveau international. En principe, la France vaut la RDC, les États-Unis valent la Chine et vice-versa. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, qu'il y ait des sanctions qui viennent de l'Union européenne, mais l'Union africaine que vous voyez à côté ici ne fait rien? Ça signifie que vous ne pouvez, même dans les organisations internationales, là, les États ne s'équivalent pas. Ce sont les États plus puissants, plus forts, qui sont politiquement stables, économiquement équilibrés et sécuritairement, militairement, économiquement et diplomatiquement assis, qui imposent leurs grandes opinions sur des États faibles au niveau des organisations internationales. On sort même un terme. On dit les membres permanents. Comment vous pouvez comprendre? Nous sommes dans une organisation, nous tous. Mais vous devez être permanent. Moi, je dois être un non permanent. Comment vous trouvez normal? Madame, comment est-ce possible que nous sommes dans une organisation? Dans une organisation, c'est d'abord l'égalité, l'équité, l'objectivité, la rationalité. Mais qu'est-ce qui peut faire que vous soyez permanent et que moi, je ne sois pas permanent? Parce que moi, je suis faible. Et quand je suis faible, je reconnais avoir été faible. Vous devez travailler en tant qu'un État de développer une intelligence pour devenir aussi des membres permanents. Ce n'est pas impossible. La Chine que vous voyez n'était pas un membre permanent. Il y a des années. Qui devient membre permanent plus tard? La Russie va l'être. Je crois s'il l'est et si elle l'est ou elle va l'être. Ça signifie qu'à force de développer une capacité de résistance et de confrontation, vous vous imposez, vous existez en tant qu'État. Mais si vous devez continuer à compter avec une petite poche résiduelle d'insécurité, d'une rébellion, vous devez compter sur les résolutions de l'Union européenne. Mais les jours où vous devez maintenant faire la guerre avec un autre État, ça sera comment? Le gouvernement est en train de monter une armée professionnelle. En train. Mais d'où les différentes tournées des ministres pour sensibiliser. En train, là, c'est ce qui a tué ces pays. En train. Non, mais le président est en train. Le gouvernement est en train. Tout est en train. Ça fait 7 ans. En train. Le président est en train. Premier ministre est en train. Parce que... Le ministre de la Défense est en train. Ce qui a précédé... L'armée est en train. Tout est en train. En train, toujours, en train. Parce que justement, ce qui a précédé le président Félix Antoine Tshisekedi ne lui aurait pas facilité la tâche. Donc, voilà pourquoi il est encore en train. Je n'avais pas prévu de vous dire ça, mais je vais vous le dire. Parce que vous savez, quand vous êtes chercheur, il y a certaines notions que vous devez garder pour vous-même. D'autres notions que vous devez partager avec le peuple. Il y a un principe important qu'on appelle le principe de la rationalité et équilibre fonctionnel et organique des institutions de la République. C'est une notion très importante. Cette notion enseigne quoi? Enseigne que pour qu'il y ait un équilibre organique et fonctionnel des institutions, le choix de tous les animateurs doit se fonder sur base de critères. Ça, c'est de un. Essentiellement des critères. Vous avez besoin de nommer quelqu'un, vous n'avez pas besoin de savoir qui il est, qu'il soit de Kabeya Kamwanga, qu'il soit de Païkongi là chez moi, qu'il soit de Mupompa, qu'il soit de Wembonyama, qu'il soit... Ce n'est pas sa tête qui vous plaît et qui vous déplaît. Non. Tout acteur qui vient, vous prenez son CV, vous l'opposez aux critères prédéfinis. Pour qu'il y ait, deuxième élément, pour qu'il y ait équilibre organique et fonctionnel des institutions de la République, il faut que seule la loi
les textes de loi guident la fonctionnalité juridique des institutions de la République. Essentiellement, seuls les textes guident les institutions. Il ne sera plus question de l'opinion du président, de la maman du président, de la sœur du président, que j'essaierai dont j'ai les ambitions de devenir président, mais toutes les décisions dans le cadre de la fonctionnalité des institutions ne reposent que sur les textes. 3. Pour qu'il y ait un équilibre rationnel, organique et fonctionnel des institutions de la République, il faut que le président de la République, qui est la seule institution et le seul animateur qui a le pouvoir, je l'ai toujours dit, d'échanger le pays en bien comme en mal, soit lui-même à la hauteur des attentes de cette population qu'il dirige. Je vous ai toujours dit, dans tous les États du monde, vous pouvez prier, réunir tous les pasteurs, les évangélistes, le seul individu qui a pouvoir d'échanger le pays en bien comme en mal, c'est le président de la République. Si le pays change en bien et qu'il n'y a pas corruption, le peuple mange à sa faim, le peuple boit à sa faim, à sa soif, pardon, le peuple circule normalement, le peuple vit dignement en tant que comme tous les peuples du monde, donc ça relève de l'ingéniosité et du leadership du président de la République. Et si le pays change en mal avec des corruptions, des injustices, des antivaleurs, de l'immoralité, de ceci, c'est aussi par la volonté absolue du président de la République. Je peux vous choquer. En démocratie classique, pour les États modernes, il y a ce qu'on appelle le principe de la coopération interinstitutionnelle. Même la notion que vous évoquez ici à tort et à travers, non, la séparation des pouvoirs. La notion de la séparation des pouvoirs est opposée à la notion de la séparation des pouvoirs assouplie. Il y a la notion de séparation des pouvoirs absolue, où la justice doit fonctionner en toute indépendance et impartialité. Le Parlement doit légiférer en toute indépendance et impartialité. Le gouvernement doit exécuter en toute indépendance et impartialité. Mais il y a ce qu'on appelle la séparation des pouvoirs assouplis. Le président de la République nomme les hauts magistrats. Les cas échéants peut les révoquer du pouvoir judiciaire. Donc le président qui est du pouvoir exécutif peut révoquer et nommer les hauts magistrats du pouvoir judiciaire. Les hauts conseils, c'est-à-dire les hauts magistrats du pouvoir judiciaire, prêtent serment, sont validés par le pouvoir législatif. Et prêtent serment devant le président de la République, le pouvoir exécutif. Et le pouvoir législatif peut démettre les membres du gouvernement par des motions de censure, des motions de défiance. Et le pouvoir législatif qui est le Parlement peut remettre en cause, peut voter la mise en accusation du président de la République qui est le chef du pouvoir exécutif. Et le président peut être arrêté, poursuivi et condamné par la Cour constitutionnelle qui fait partie du pouvoir judiciaire. Et alors, le président peut dissoudre le Parlement. Séparation des pouvoirs assouplie. De toutes ces coopérations interinstitutionnelles, la haute opinion et la décision la plus prépondérante dans le mode de coopération des institutions, c'est la décision du président de la République. Tant dans la dimension politique que dans la dimension administrative. Donc si le pays change en bien parce que la politique du gouvernement, qui doit être exécutée par le pouvoir exécutif, doit appliquer absolument la politique du président de la République politique de la nation. Et même le pouvoir judiciaire, de toutes les réformes sont initiées par soit le pouvoir exécutif, qui est de l'apanage des projets de loi, dont le président est le chef,
Et même le Parlement, toutes les institutions de la République fonctionnent par l'idéal de gouvernance d'État du président de la République. Donc, le président de la République, en démocratie classique, est un monarque constitutionnel. Il faut monter un peu, tu vois. C'est des débats qui ne sont pas au niveau des Mbata, de ceci, non, c'est des niveaux. Alors, lorsque vous voyez dans un État, il y a corruption, il y a gangstérisme, il y a injustice, il y a intolérance, mais les gens vont chercher ailleurs. C'est le président de la République. C'est sur lui que repose la prépondération des décisions dans l'État. Même alors, nous sommes en Afrique. Je vais revenir dans la politique africaine. Avec un régime semi-présidentiel. La philosophie de la politique africaine. Parce que c'est toute une théorie. La politique à l'étranger, à l'européen, la politique moderne est différente de la politique africaine. La politique africaine, c'est lorsque le président, tout ce que le président fait est bon. Quand on arrange la route, le président est bon. C'est le chef de l'État. Quand il construit l'immeuble ici, avec des surfacturations, comme on appelle... centre financier, on acclame le président. Lorsque vous voyez, il y a ceci. Oh non, on a fait ceci. Il y a Air Congo aujourd'hui aussi. Il y a Air Congo avec des avions en délocation, c'est le président. Il y a gratuité de l'enseignement. De l'enseignement, on dit c'est le président. Mais quand on parle de corruption, du gangstérisme, d'immoralité dans les institutions, on ne veut pas citer le président. C'est qui alors? Mais le président vient avec l'idée de déboulonner. Qui est celui-là qui peut aujourd'hui récuser la décision du président de la République? 6 ans, aujourd'hui plus de 6 ans à la tête du pays, personne n'a attaqué un seul acte du président de la République par devant le Conseil d'État. Personne. Aucune ordonnance, aucun acte du président n'a été attaqué. Alors, on sous-entend que tous les actes pris par le président sont les bons. Mais comment les conséquences de ces actes-là ne peuvent pas revenir au président de la République comme responsable? Comment? C'est comme ça que Madame Tania, moi j'ai l'ambition de gérer ce pays, j'en ai les épaules, j'en ai la capacité. Vous verrez, vous êtes témoin de comment le pays sera gouverné quand je deviendrai président. Vous comprendrez comment on gère un État, comment on peut partir d'un État classique à un État moderne, d'un État médiéval à un État moderne. C'est un grand travail et qui demande à ce que le président lui-même soit des lignes de formation d'organisation de l'État, ayant étudié l'État, ayant appris l'État, ayant une idée sur l'État, ou encore avoir des collaborateurs outillés. J'ai appris qu'en Angola, là-bas, il a envoyé M. Jean-Pierre. Mais il a été ancien ministre de la Défense. Il maîtrise en quelque sorte le rouage. D'abord, il est de quelle formation? Commençons là. Je vous ai dit ici que j'ai parlé de la rationalité organique et fonctionnelle des institutions de la République. On aurait appris l'équilibre, les critères qui a conduit M. Bemba au ministère de la Défense, c'était quoi? Vous le voyez mieux où? Moi, je ne peux pas le voir, mais c'est son CV qui doit le voir mieux. Vous voyez là où il y a le problème à l'État. Donc, on pense que, moi, si je suis président, je ne vous envoie pas, ce n'est pas ma tête qui plaît ou qui déplaît. C'est votre CV. Vous êtes de quelle formation? On ne refuse pas que quelqu'un soit, je veux dire, quel est le métier? Un menuisier. Mais on peut amener quelqu'un au centre de formation de Kanyamaka, c'est pour apprendre les enfants comment faire les métiers de menuisier. Ce n'est pas interdit. Chacun doit rester à son poste. Parce qu'il y a de la place pour tout le monde, si tout le monde reste à sa place. C'est ce qu'un penseur a développé. Il y aurait dans ces délégations le professeur Mbata aussi, les professeurs. Il est de quelle formation? Il dit qu'il est constitutionnaliste, non? Qu'est-ce qu'il connaît de la négociation? Mais c'est parce qu'on va parler... Je vous ai dit, madame, mettre le gens, c'est-à-dire, j'ai parlé de l'équilibre et rationalité organique et fonctionnelle des institutions de la République. Comment appréciez-vous la politique en matière de sécurité du président? Il n'a pas de politique, vous la connaissez, comment elle s'appelle? Le président n'a pas de politique sécuritaire. Il n'en a pas. Aucune page ne revient sur ça, aucune. On appelle ça
des actions isolées, des actions disparates. Aujourd'hui, il tente ceci, il échoue. Demain, il tente ceci. Il n'y a pas un canevas de travail qui les guide. Non, il n'y en a pas. Déjà pour preuve, regardez ceux qui pilotent ces secteurs-là. C'est sans critères. Si ça ne peut pas être un ami, un moine et tout. Ça ne peut pas être un moine et tout. Voilà, sans critères. Et ça, c'est le peuple congolais qui en pâtit. Un État, c'est une honte aujourd'hui qu'un État que nous sommes aujourd'hui fléchisse devant une poche résiduelle d'insécurité en demandant une négociation. C'est une insulte. Non, mais c'est pas la RDC qui a demandé. C'est pas la RDC qui fléchit. Mais il faut refuser, non? Il faut refuser. Pourquoi envoyer Mbata si on n'est pas d'accord? Mais c'est pas sur la demande de la Et RDC. pourquoi? Regardez le choix des gens qu'on a envoyés à Luanda pour négocier. Non. La Bemba. porte-parole du président n'a pas Bemba, encore dont la communiqué formation quant n'est à pas, ces... Bemba, dont la formation n'est pas connue. Lui-même, la formation n'est pas connue. Il était ministre de la Défense. C'est lui qui a commencé à faire confisquer Bunagana. Échec. L'autre, c'est qui? C'est Oui. lui qui a fait confisquer Bunagana. Mais c'est sous son règne que Bunagana a été occupé. Vous ne savez pas? Oh. Ah, c'est une histoire récente, madame. Les seconds, qui encore? Le professeur Mbata. Mbata, il dit qu'il est constitutionnaliste. Donc lui, il appelle les gens, ceux qui ne sont pas constitutionnalistes, ils n'ont pas d'opinion de parler sur la constitution parce qu'ils n'en ont pas étudié. Lui, il a étudié la négociation où? Parce que la négociation est une théorie, est une règle. C'est une branche spécifique de la diplomatie internationale. Donc déjà le choix... Qu'est-ce qu'il connaît de la négociation comme théorie? Parce que lui, il appelle, non, ce sont des abrutis constitutionnels. Donc, en ce moment, on envoie aussi un abruti négociateur. Le troisième, c'est qui? Le gouvernement n'a pas encore confirmé justement la sélection. Vous n'avez pas vu l'ordonnance, madame. Moi, je ne sais pas. Les communiqués, c'est l'ordonnance, et les communiqués, c'est quoi? Vous n'avez pas vu hier? La porte-parole a dit il faut... Et d'ailleurs, le président, pour s'adresser au M23, il sort lui-même. Pour menacer, pour dire non, le peuple congolais doit compter sur lui, c'est lui-même. Quand c'est la négociation avec les M23, il envoie la porte-parole. C'est quelle stratégie ça? Il doit sortir lui-même. Il doit nous dire. Donc, quand il s'agit des négociations avec les M23, non, il a honte. Il ne veut plus sortir. Mais sa porte-parole parle aussi en son nom. Je vous dis que depuis que le président parle du M23, il parle lui-même. C'est seulement pour négocier avec les M23. Parce qu'il sait. Quand ils sont traités toujours, de patins. Je ne serai pas. Moi. Devant la porte de l'OUA. Mais moi, nous avons attendu, hier soir, viens nous communiquer si la négociation est possible ou pas. Moi, lis-moi. Mais aujourd'hui, l'idéal, ce n'est pas de retrouver la paix sur cette question. L'État ne se gère pas. On finit avec L'État ne se gère pas avec les muscles. L'État se gère avec les cerveaux. On finit avec ce chapitre pour prendre justement l'insécurité. Oui. Je rappelle que l'État, ses règles, se gère avec les cerveaux. Et les cerveaux dégagent la stratégie, la technique, la planification, l'organisation. Ce n'est pas les muscles. L'État congolais se gère avec des muscles. Non, j'ai dit un État ne se gère pas avec les muscles. Très bien. Mais l'impression que nous avions eue dans le discours, c'est comme si on comptait sur les muscles. Merci beaucoup. Alors, messieurs, dames, vous êtes en direct de CM13 Télévision. Parfois, il y a des choses de ces pays qui énervent. Hein? Mais c'est dans le cadre, c'est de l'idéal. En fait, l'objectif, c'est de trouver la paix, en fait, dans la partie est de la démocratie du Congo. Dissuader le président a dit, quand il était en face, justement, de sa famille politique, plateforme Union Sacrée, il a dit qu'il est en train de monter une armée professionnelle. Il est l'armée qui va renforcer. Le président dit qu'il va monter une armée professionnelle. On enlève en train. Il va monter une armée professionnelle. Il va. Mais le temps, justement, de faire cet appel à l'adhésion de la part de la jeunesse congolaise pour intégrer l'armée, le centre de formation et rejoindre, renforcer ceux qui sont au front. Moi, comme criminologue, quand je lis sur votre visage, vous n'êtes même pas convaincu de ce que vous dites. Non. Vous me prêtez des intentions. Merci, vous êtes en direct de CM13 Télévision. Vous faites bien. C'est avec Monsieur Louis-François Kouzeki, sa recteur, vous êtes choqué de ce que vous dites. D'analyser justement ces différentes thématiques sur ces plateformes
plateau de la libre opinion. Très rapidement, nous allons prendre notre deuxième thématique et c'est par là que nous allons clore justement cette émission. Après le Mobondo, au Congo, aujourd'hui, on nous parlerait d'une milice dans la ville de Masimanimba. Nous sommes dans la province de Kwilu. Vous avez dit avoir mené des enquêtes. Madame Tania, je voudrais ici réaffirmer que nous nous battrons avec conviction et détermination pour dénoncer quiconque n'a pas la perception universelle de l'État. Moi, je suis de Masimanimba. Je suis de Païkongila. J'ai porté cette question parce que ça fait longtemps, j'ai suivi des plaintes de la population de Massamuna et de Masimanimba. J'étais obligé d'envoyer des équipes sur terrain. Comme l'un des leaders de l'espace, une enquête indépendante, non visée, non ciblée, parce que le problème est réel de l'insécurité. Le premier résultat, 2 enquêtes, dégage ceci. Il existe un groupe à Massamuna qui s'appelle groupe G7. Ce groupe est constitué de gangs, donc des jeunes, des bandits, qui opèrent avec des machettes, parfois la journée, parfois la nuit, sémant la terreur et la désolation dans le chef de la population. Ce groupe serait guidé ou conduit par un certain monsieur qui s'appellerait Michael Lipungu. Michael Lipungu est l'ancien député provincial et qui se trouverait être cousin de monsieur Didier Mazenga. Donc c'est lui qui chapeaute le groupe G7. Qui chapeauterait le groupe. Alors, la police territoriale de Masimanimba a arrêté ce groupe-là. L'un de, je crois, les 4 parmi le groupe à Massamuna qui ont été amenés qui ont été arrêtés à Massamuna, amenés à Masimanimba. Curieusement, arrêtés comme des bandits en train d'opérer la journée avec des machettes, l'un a succombé dans le lieu de détention, il est mort. Parmi les détenus, arrêtés pour, je vais dire quoi? Insécurité, pour trouble à l'ordre public, c'est encore rien. C'est attentatoire à la sûreté du territoire. Je salue mon ami Danou Kefoula, que je vais recevoir, je crois, demain ou après-demain, pour cette question, parce qu'il est natif de l'espace Grand Bandundu. Très bien. Continue. Alors, lorsque le monsieur qui a été arrêté est mort, donc il a succombé en prison. Selon les indiscrétions, les 3 qui étaient détenus seraient libérés sur instruction de monsieur Mazenga, qui est ministre de l'intégration régionale ici, que le président Tshisekedi envoie au Tchad aller faire des négociations. Lui-même, là-bas, à Masimanimba, serait derrière des milices. Je dis serré, il faut que les gens comprennent le français, parce que nous allons approfondir des actions judiciaires pour établir, moi je ne suis pas juge pour établir la responsabilité de façon définitive. Alors, le 3 serait libéré. Pourquoi avoir appelé, instruit la police de libérer les 3 après la mort de l'un de leurs? Ça, c'est de 2. De 3. Ces gens-là, quand ils se promènent, il paraîtrait, selon les enquêtes qui nous sont parvenues, des enquêteurs qui sont descendus sur le terrain, ils font jouer la musique de la campagne de M. Didier Mazenga le long de Massamuna. Et le monsieur qui chapeauterait ce groupe de milices, non seulement le neveu, mais c'est le premier suppléant de M. Mazenga de l'élection passée. Et j'avais annoncé avant-hier, j'ai dit, écoutez, ce dossier est pris en charge par l'auditorat militaire de Kikwit. C'est un dossier qui est pris en charge. Il y a même des actions, il y a l'ouverture d'un dossier judiciaire au niveau militaire.
certaines indiscrétions arrivent à dire, parce que depuis un certain moment, M. Mazenga a l'ambition de devenir leader de l'espace Grand Bandundu. C'est son droit. Je n'ai pas de problème personnel avec M. Didier Mazenga, vous le savez. Je suis allé dernièrement faire des enquêtes de gens qui n'ont rien construit chez eux. Ici, je suis venu, j'ai dit, M. Mazenga a construit une très belle maison chez lui, à Massamouna. Je l'ai encouragé, je l'ai félicité. Les radars ont braqué sa maison. Oui, les radars avaient braqué sa maison. On a regardé la maison de mon vieux Moussa Kalema, je l'ai salué en passant. C'était des bicoques, on a dénoncé ça. Parce que moi, je suis un homme digne. Moussa Kalema, c'est parmi des grands frères avec qui j'ai des affinités que vous ne pouvez... C'est au-delà de la politique. Mais quand les radars ont braqué sa bicoque, on a diffusé ça ici. Le vieux m'a appelé, je l'ai expliqué, j'ai dit, il n'y a rien de personnel. Moi, je ne mène pas le débat personnel, c'est une question de règles générales. Moi, c'est ça mon principe à moi. Je ne viens pas ici, là, où vous voyez. J'ai reçu M. Ngambi. J'ai appris ce que Robert Ngambi, mon vieux, est en train de raconter. Je voudrais lui demander, à ce qu'on se respecte parce qu'on se connaît mutuellement. Je ne voudrais pas qu'on déplace les débats. Ça, je ne voudrais pas parce que ça sera au désavantage de la famille. Il est venu ici. Il a attaqué les camps de Makiash. L'autre est Palou. J'ai reçu Maître Célestin Ngoma ici. Il a attaqué les camps de Makiash. J'ai réussi à aller Makiash ici. Qui a attaqué, c'est-à-dire que tout le camp du Palou là, je les ai reçus ici. Mais moi, j'ai un problème. Les problèmes d'indépendance d'esprit et de liberté. Si M. Mazenga, qui me suit, si vous êtes derrière cette histoire de milice de Massamouna, parce qu'il est aujourd'hui ministre en fonction, il pouvait prendre son téléphone, appeler au calme, sinon instruire de manière à ce que ces bandits-là soient dissuadés. Mais il ne l'a jamais fait. À la place. Donc il cautionne. Il cautionne. Même quand ce n'est pas lui qui le fait, mais le fait qu'il est natif de Massamouna, il est ministre en fonction. Mais il regarde tout ça. Et les gens ne savent plus revenir de la forêt tard parce que il y a tellement des attaques, des menaces, des blessures. Il cautionne. J'ai annoncé l'enquête. J'ai suivi que ces petits charlatans-là, mes petits-là de Massimanimba, auraient fait une déclaration, mon chien. Écoutez, les amis, je vais vous dire. Je vous défie. Moi, Louis-France Kouzikessa, je vous défie. J'attends quiconque déplacé, parce que quand je suis venu ici, tu as senti l'acharnement? Non. Je vais enquêter sur la gestion de M. Mazenga, sur sa moralité. Quand il était ministre de l'intégration régionale, il est revenu au transport et voies de communication, il est reparti à l'intégration régionale. J'ai les dossiers, tant sur le plan des finances que sur le plan de la moralité. J'en ai. Mais je ne peux pas venir tout responsable, patron des médias que je suis. Je commence à déballer la vie privée de quelqu'un. Il s'agit de la sécurité de tout un peuple. Alors, Nayoki Ono et ces gens, ces avocats, des manchins, tous les parquets sont ouverts. Je n'interdis à personne d'y aller parce que ce sera ouvrir d'ailleurs la boîte à Pandore. Donc, ils veulent vous poursuivre parce que vous... Non, c'est même pas lui, parce que moi, je ne les connais pas personnellement. Voilà, ceux qui, j'ai suivi des petits gangs. Mes petits là de Massamanimba, je les connais, ils me connaissent. Ils connaissent que si nous mettons le feu dans cette affaire, ils ne mettront pas des jours. Pas des jours. C'est-à-dire, je vais les déstabiliser. Parce que moi, je ne vais pas m'attaquer aux petits charlatans là. Je vais braquer sur Mazenga. Ça ne me prendra pas 2 jours. L'affaire sera terminée. Mais ici, Mazenga, c'est un grand frère. C'est un aîné. Je n'ai pas de problème personnel. Mais c'est un problème qui lui est impité d'organiser une milice. C'est ce que vous lui reprochez concrètement. Non, la population qui l'organiserait, qui serait derrière la milice de Massamouna et Massimanimba qui s'appellerait G7, dont son petit frère, son neveu serait en train de présider. Et quand on dénonce, si vous les étiez en train de le faire, arrêtez. Si vous ne voulez pas arrêter, parce que là, nous venons maintenant d'ouvrir les vraies enquêtes. Excellence, Monsieur le Président de la République. J'ai aussi laissé un message au ministre de l'Intérieur, Jacques Chabani, avec qui j'ai de très bons rapports, j'ai beaucoup d'estime. J'ai laissé un message au conseiller principal du président de la République, Charles Tonsi, mon frère, mon grand frère à moi. J'ai de très bons rapports avec lui.
de braquer les yeux sur la milice G7 à Masamuna, dont M. Mazenga serait accusé. Et laquelle des milices serait entretenue par son neveu. Et j'en alerte ici au service de sécurité de la République. Et ce dossier est pris en charge par l'auditorat militaire de Kikwit. Ce n'est plus un dossier opaque, c'est un dossier ouvert, connu de tous les Congolais. C'est une dénonciation. Mais celui qui pense qu'il va quitter la dénonciation, que nous devons maintenant les débats, nous devons déplacer les débats, je suis disposé. Je suis très disposé. Parce que mon vieux Ngambi, peut-être lui, il aura tendance à se cacher, commencer à raconter des choses à mes jeunes frères. Je suis sur mes gardes. De toute façon, les vieux connaissent ma détermination. Si vous voulez que ça devienne un problème interpersonnel, ça deviendra. Et je n'aurai peur de rien. Je me battrai, vous vous battrez, nous nous battrons. Mais si M. Mazenga, si on mène, c'est comme M. Mazenga revient ministre dans ce pays, Bokatinga Loboko, je le mettrai à terre. Donc, il sera à terre. Parce que, ici, il ne s'agit pas d'un problème personnel, il s'agit d'un problème de dénonciation que vous pouvez prendre comme des intellectuels sportivement. Si vous êtes dedans, quittez les groupes armés. Si vous n'êtes pas dedans, vous n'avez pas à vous culpabiliser. C'est une dénonciation de toute façon. Et une dénonciation conjuguée au conditionnel. Parce que jusqu'ici, ce sont des institutions judiciaires qui doivent établir la responsabilité de chacun. Non, nous sommes son excellence. Et les petits charlatans, Monsieur Mazenga, sûrement vous allez suivre cette émission. Vous savez, quand vous avez le pouvoir, hein, les gens du Bandundu vous feront croire qu'ils peuvent mourir pour vous. Je connais les gens du Bandundu comme ma chambre à coucher. C'est ce que vous avez fait tous à Gizenga. Gizenga était vivant ici, Mbuta, vous avez fait des Gizenga à Dieu. Mais allez regarder un peu là où on a enterré des Gizenga, il n'y a même pas de mausolée. Il n'y a même pas de mausolée. Donc les petits charlatans là, les flatteurs là de Massimanimba, qui viennent là, oh non, nous allons mourir pour excellence. Les jours où vous n'êtes plus ministre, c'est fini, vous ne les verrez plus. Ils vont changer, ils seront même avec vos adversaires. Respectez-vous. C'est un combat, moi je mène un combat d'idéal, un combat d'objectivité, un combat rationnel. Quiconque quitte le combat rationnel, vous savez que j'ai aussi la capacité de descendre. J'en ai les moyens. Non, vous resterez rationnel également étant que futur président, comme en 2028. Non, j'ai dit je suis resté rationnel. Vous le resterez. Je souhaite bien d'y rester. Mais on peut aussi déplacer un rationnel pour l'irrationalité. On peut nager pour un temps. Et moi, ça ne me prendra pas des émissions. C'est une émission seulement parce que j'ai déjà enquêté pour tout s'il ne sait pas. Les gens qui ont travaillé avec lui au ministère de la Communication, enfin au ministère des Transports et Voies de Communication, m'ont envoyé même certains membres de son cabinet là, qui sont réputés d'une certaine manière. En plus de cela, même aujourd'hui là, regardez bien la configuration du cabinet. J'ai des éléments. Et les éléments m'envoyés par les gens de votre cabinet. Je ne vous en veux pas. Je n'ai pas besoin de vous. Je n'ai pas besoin de quoi que ce soit. Donc, si vous entretenez cette milice-là de Massimanimba, quittez-en. Très bien. Si vous n'y êtes pas, faites tout, vous êtes ministre en fonction, faites taire ces bruits-là d'insécurité à Massamuna et à Massimanimba, parce que ça fait partie intégrante de la République démocratique du Congo pour lesquelles nous nous battrons toujours. Très bien. Le message est passé au conditionnel. Il a dit, il a insisté, il a placé un insiste là-dessus. Voilà. Alors, cette émission est complètement terminée. Votre mot de la fin. Merci beaucoup. C'est une très belle émission. Tous les jours, vous obtenez les volumes. Il y a l'épaisseur sur votre manière de présenter. J'admire énormément. C'est une très belle émission. Et je salue tous les Congolais qui nous ont suivis. Je félicite, j'encourage. Je promets de continuer à compter sur moi. Mais j'ai une petite anecdote à partager. Allez-y. C'est que dans la vie, il faut faire très attention aux gens qui sont prêts à tout pour l'argent. À cause de l'argent, quelqu'un qui est prêt à tout, il faut faire attention. À celui qui est prêt à tout pour l'argent, il faut prendre sa parole à 0,001%. Parce que celui qui est prêt à tout pour l'argent peut vendre son père, peut vendre sa mère, peut vendre sa famille,
Il peut se vendre Son âme. lui-même. Même lui-même. L'âme, c'est même rien, parce que l'âme, les gens ne verront pas. Il peut se vendre pour avoir l'argent. Et c'est le problème des jeunes d'aujourd'hui. En plus de cela, quand vous voyez quelqu'un qui est prêt à tout pour l'argent, il vous insulte sur les réseaux sociaux, ne répondez pas. Parce qu'avant de répondre à toute personne sur les réseaux sociaux aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, il faut commencer par demander son niveau. Un jour, vous risquerez de vous chamailler avec les gens, avec quelqu'un avec qui vous ne pouvez pas vous chamailler, occasionné par les réseaux sociaux. Donc, si vous voulez répondre à quelqu'un sur les réseaux sociaux qui vous a attaqué, que vous avez demandé son niveau. S'il n'a pas de niveau, laissez-le se chamailler avec les gens de son niveau. Vous aussi, occupez-vous de gens de votre niveau. Sinon, si vous vous chamaillez avec quelqu'un qui n'a pas votre niveau, c'est comme faire le débat avec quelqu'un. L'un parle en arabe, l'autre parle en kikongo. La compréhension sera difficile. Il y aura bruit. Il y aura bruit. Donc, quelqu'un qui n'a pas votre niveau, discuter avec lui, c'est comme discuter, faire le débat, l'un en kikongo, l'autre en arabe. La compréhension sera impossible. Laissez les gens qui sont en kikongo discuter avec les gens qui connaissent kikongo, les gens qui parlent lingala, les gens qui connaissent lingala, et les gens qui parlent arabe avec ceux qui parlent arabe. Donc chacun discute avec les gens, quelqu'un de son niveau. Ne discutez pas avec les gens qui n'ont pas votre niveau. Ça vous aidera, ça vous épargnera de beaucoup de ridicule. Très bien. Merci beaucoup encore une fois d'avoir répondu à nos différentes questions. Merci Madame Tania Merci pour vos Mbouadi. différentes analyses. Burkal. Merci encore pour vos enquêtes. Alors, merci à vous de nous avoir suivis. Je remercie l'équipe technique qui a concouru à la réalisation de ce magazine. Je vois Raja Bougras qui a réalisé cette émission. Il est fort ces derniers temps. Oui, il a réalisé l'émission. Il était derrière les caméras. Alors, bon courage à toi. Il aime ça. On se retrouve Rajab, il aime les demain. éloges, les gars. Oui, il est tout content dans la régie où il se trouve. Alors, on se retrouve demain avec moi dans le compte de l'émission Semel chez vous, avec le recteur Lufrance, dans le compte de son magazine La Libre Opinion. D'ici là, portez-vous bien et restez branchés au programme de votre chaîne Semel 13 Télévision. Merci, au revoir. Au revoir.